Salut à tous, c'est Quantum P. On se retrouve pour continuer la review du Super High Roller Ball Mix Games qui se joue sur un 10 Game Mix. Donc je vous ai remis dans l'ordre dans lequel s'est joué les 10 variantes de ce tournoi. En commençant par le No Limit Hold'em. Donc il y a les 8 variantes du 8 Game, plus le No Limit de Student Single Draw et le Badoogie, qui sont deux jeux de draw. Et si on enlève le Badoogie, ça fait le 9 Game Mix du Poker Players Championship à 50 000 des World Series of Poker tous les ans. Donc il y a eu 29 inscriptions sur ce tournoi. Du coup, le min cash c'est la 5ème place à 225 000 K, 225 000, et la première place à 1,2 million de dollars. Et on va commencer avec une main de stud. Vous pouvez voir. Sur cette main de stud, on a un bring-in le 2 de pique, et j'aime beaucoup ce plan large de haut, puisqu'on voit l'ensemble du board, et on peut identifier quels sont les joueurs qui peuvent avoir tendance à steal sur ce board là, en fonction des cartes qui sont à parler derrière eux. Donc on peut voir que la carte la plus haute ici c'est le valet qui est premier de parole. Étant la carte la plus haute, il va être tenté de steal avec des mains assez marginales, mais étant premier de parole, ça va être plus compliqué de steal parce que les joueurs derrière lui ont... Il y a plus de chances qu'un joueur derrière lui au moins se retrouve avec de bonnes cartes cachées. Donc pour le coup il va fold, et on va regarder la suite de la main. Donc un fold du 4 de cœur, et on a Shakerchi avec le 4 de carreau qui raise à 12 000, le small bet, et Dzivelski avec le 9 de cœur, dame valet, tout à cœur qui va raise. Alors on peut se demander, et les deux joueurs derrière qui vont fold, ça revient au bring-in. On peut se demander l'intérêt du raise ici avec 3 cartes suitées, puisque c'est une main qui joue plutôt bien multi-way, puisque quand on touche la couleur, on est devant beaucoup de mains. Donc on n'est pas vraiment inquiet d'être contre beaucoup d'adversaires. Et donc on a plutôt envie que le pot grossisse en ayant plus de joueurs dedans, plutôt que de le faire grossir en mettant un raise qui va isoler contre le premier agresseur. Donc pour moi, je vous conseille souvent avec ce genre de main de juste flat, de juste call. Ça vous permet donc, comme j'ai dit, de donner les cotes aux joueurs derrière vous. Donc ils vont être tentés de rentrer dans le pot avec des mains assez faibles. Et même contre ces mains faibles là, avec dame et valet cachés, vous pouvez faire des doubles paires qui peuvent être assez intéressantes. Alors il y a un valet dead, donc ça enlève quelques outs, ça enlève un out. Il y a le 4 de cœur qui est dead, ça enlève un out pour la couleur, mais aussi ça enlève un out pour Shakerchi qui a potentiellement moins de chances d'avoir un brelan de 4. S'il a commencé avec une paire de 4, c'est sûr que ça va être plus compliqué pour lui de faire brelan. Parce qu'il a plus qu'un seul out. Et s'il commence avec une paire cachée, ça lui enlève un out pour faire une double paire. Donc on peut se dire que ce 4 étant dead, ça limite la force de la main de Shakerchi. Et donc, contre cette main un peu plus faible, on a envie de value. En ayant 3 cartes assez connectées, assez hautes. Évidemment, on ne sait pas que Shakerchi a perdu d'ici quand on est Dzivelski. Mais on peut se dire que on a de bons outs pour passer devant. Au cours de ces 7 streets, en tout cas de ces 7 cartes qu'on va voir au cours de la main. Et Mercier avec une bonne main au bring-in, puisqu'il a tirage couleur à l'as, 3 cartes à pique. On a vu un seul pique de dead, donc c'est plutôt une bonne main dans cette position-là. Il va se permettre de call, il fait son bring-in, et Shakerchi va call le raise de Dzivelski.
Ok, on passe à la 4ème street. Ah non, pardon, Shakerchi ne colle pas le raise de Diveski, il va mettre un re-raise à 36 000 et les deux autres joueurs vont call. Donc ici le reste de Shakerchi c'est sûrement parce qu'il voit Divilevski sur une paire de 9 splittés, c'est-à-dire un 9 caché, un 9 sur le board. Et donc avec sa paire de 10 il se sent devant. D'où le 3 bet. Maintenant il n'y a plus vraiment de raison contre une main qui s'affiche aussi forte de mettre un autre raise de la part de Divilevski. On va garder Mercier dans le pot et essayer de toucher la couleur. Donc 4ème street, 1-9 chez Shakerchi, 1-2 chez Divilevski et 1-2 chez Mercier qui du coup a le lead puisque c'est en stud le board le plus fort, donc ici une paire de 2, c'est mieux qu'une hauteur 9, a le lead. Et Mercier décide de lead avec cette main. On voit avec les équités qu'il est légèrement devant. Mais en fait, c'est compliqué pour lui de représenter un Broland 2 ici en ayant call 2 bêtes à la 3ème street. Parce que contre un raise et un re-raise avec seulement paire de 2, on est tenté de fold. Donc c'est très peu probablement un Broland 2 ici chez Mercier. C'est plutôt quelque chose qui représente plutôt 2 paires, c'est-à-dire qu'il avait une paire cachée, et en touchant le 2 à la 4ème, il a maintenant 2 paires. Et il essaie de value contre des joueurs qui n'ont qu'une seule paire. Mais Shakerchi, avec sa paire de 10, va continuer. Et Divilevski, même en ayant briqué, se dit qu'il peut voir la 5ème pour pas cher, puisqu'il doit mettre que 12 000 dans un pot qui maintenant fait 165 000. Donc il a largement la cote avec ses 26%. Et même s'il était contre double paire, il aurait la cote. Et à la 5ème, on va voir que les choses vont s'accélérer, puisque Divilevski touche un as de cœur, et Mercier touche le 10 de pique. Et c'est maintenant à Mercier de parler. Il va continuer à miser. Et là, Shakerchi a une décision puisqu'il reste Divilevski à parler derrière lui avec l'as de cœur. Et il voit un 10 de dead. Donc il a moins de chances de faire brelan. Il sait qu'il y a un 4 de dead. Il sait qu'il y a un 9 de dead. Les 6 on n'en a pas vu, mais ça fait quand même 2 attends moins pour les doubles paires. Et un attend moins pour le brelan. Et sa main n'est pas du coup connectée. Et il décide, assez logiquement je trouve, de fold contre des joueurs qui montrent pas mal d'agressivité et des boards plutôt dangereux. Divilevski maintenant avec son tirage couleur à l'as va call évidemment. C'est quasiment un flip et ici Divilevski touche sa paire de dames et il passe devant avec simplement paire de dames et Mercier a totalement briqué. Donc là Mercier décide de check parce qu'il n'a pas amélioré alors que la dame de Divilevski pourrait être une carte dangereuse. De toute manière, Divilevski a call la 4ème, a call la 5ème contre des cartes qui étaient potentiellement dangereuses, donc il a vraiment une main solide. Donc c'est logique pour Mercier de décider de ralentir l'action, d'être un peu en pot de contrôle, surtout quand les tapis sont aussi peu profonds. Il reste plus que 2 bêtes à mettre pour mettre Divilevski à tapis. Donc ça sert à rien de continuer de miser trop et de risquer de se faire raise par de meilleures mains. Donc la 7ème, Divilevski c'est une brique. Mercier on voit pas la carte qu'il a, mais c'est une brique également. Il décide de check et Divilevski va check pour aller au showdown, assez logiquement en ayant briqué cette 7ème street. Donc une main de stud intéressante. On a vu un bon fold de Shakerchi à la 5ème, qui se dit que finalement il était pas si loin derrière que ça, avec sa paire de 10, puisque ça gagne avec seulement paire de dames. Mais il y avait du potentiel pour que les mains de Mercier ou de Divilevski soient beaucoup plus fortes que ce qu'elles n'ont terminé. Et un
un pot très conséquent remporté par Zilewski ici. Ok, on va passer à du Deuce to 7. Je vous ai préparé des petits slides pour ça. Donc on va se concentrer sur la main de gauche, d'abord Reisner contre Sternheimer, et puis ensuite on va parler de l'autre main, Triway. Donc je ne veux pas vous mettre la vidéo pour celle-là parce que souvent il y a en Deuce to 7 l'action est assez pas très intéressante à regarder. En triple draw je veux dire. Donc on a un open au bouton de Reisner avec 8-7-3 avec un bloqueur 3, donc une main assez marginale, mais au bouton je pense que c'est ok d'open quand on tire 2. Et une défense en small blind de Sternheimer avec 8-4-2 qui est un tirage plutôt smooth. Il peut tirer à ou meilleur 8, donc c'est pas mal du tout. Et Siever avec 7-6-5 se retrouve avec des cotes intéressantes et décide de call pour tirer 2. Le problème pour Siever, c'est qu'il est contre 2 adversaires et donc il y a fort probablement un ou plusieurs 2 qui sont dead. Donc ça va limiter le nombre de fois où il va pouvoir trouver un 2 et un tirage 7. Mais pour rajouter seulement un small bet, je pense que ça vaut le coup. Parce que les fois où il va toucher un 2, il va se retrouver avec un monstre et un tirage monstrueux et il va pouvoir mettre des check raise, potentiellement mettre Sternheimer en sandwich, vraiment faire des choses intéressantes. Donc au premier tirage, Sternheimer trouve 9-8-6-4-2 et il décide de prendre le lead. Et Siever n'a pas amélioré, donc il fold immédiatement. Et Reisner trouve un 9 pour aller avec son 8-7-3 et décide de call et de garder le 9. Ce qui est pas nécessairement une super bonne idée. Donc déjà, avant d'avoir cette décision de Reisner de changer le 9, il y a la décision de Sternheimer qui, après un call de Reisner, décide de changer le 9. Je pense que c'est plutôt intéressant, car parfois vous pouvez trouver des conseils en triple draw qui vont vous dire, après le premier tirage, gardez vos 9 faits, et après le second tirage, gardez vos 10 faits, voire les valets. Et donc de pas tirer quand vous avez ces hauteurs-là, à ces moments-là. Mais là, Sternheimer est hors de position, c'est-à-dire qu'il va pas savoir combien Reisner va tirer quand il décide de tirer ou pas. Donc pour cette raison-là, il vaut mieux, quand on est hors de position, de tirer vers la meilleure main possible qu'on puisse faire avec ce qu'on a. Donc ici, trouver un 8-6, ce serait une très bonne main pour Sternheimer. Et donc, il a quand même intérêt à essayer de toucher son 8-6. Donc il décide de ne pas garder le 9. Et en voyant que Sternheimer change 1, Reisner se dit, si je change 1 aussi, je suis pas très loin derrière. Tandis que si je change 2, et que je tire au 8-7 en changeant 2, là je suis loin derrière. Et notamment, si je change 2, ça va donner envie à Sternheimer de bet quasiment en dark après le second tirage, car il a un avantage de nombre de cartes tirées avant le dernier tirage. Donc Reisner décide de changer qu'un, ce qui va potentiellement faire ralentir l'action par Sternheimer. Mais Sternheimer trouve un valet et décide de le value en espérant que Reisner soit encore en tirage. Car si Reisner est en tirage, c'est légèrement favorable à la hauteur valet en termes d'équité. Donc Reisner touche son 9-8-7 sur cette street et il décide de call le bet de Sternheimer et de pat derrière. Donc quand il just call, il annonce pas une très bonne main, il annonce peut-être qu'il est encore à tirage. D'où le pat de Sternheimer. Et en voyant Sternheimer pat, Reisner se dit que
il patte peut-être un 10, un valet, un 9 moins bon, il n'y en a pas tellement que ça, mais il y en a quelques-uns. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que ce patte derrière de Reisner, en tout cas, ralentisse l'action après le dernier tirage et permette à Reisner de voir un showdown pour pas cher avec sa hauteur 9. Et c'est ce qui se passe, check après le dernier tirage à la river. Et c'est Reisner qui l'emporte avec sa hauteur 9. Et Stornheimer doit s'en vouloir un peu d'avoir gardé ce valet. Je pense qu'encore une fois, il y a toujours un intérêt à check quand on est hors de position sur des situations tirage 1 contre tirage 1. Tirage une carte. Et notamment, comme je l'ai dit, après le premier tirage, Stornheimer a intérêt à essayer de trouver son 8-6 plutôt que de garder une main patte moins bonne. Donc c'est ce qu'il a plutôt essayé de faire après le premier tirage en enlevant le 9, en tirant 8-6. Mais après le deuxième tirage, il change un peu d'avis et il décide que le valet, c'est une main assez bonne après le second tirage. Ce qui n'est pas tout à fait faux, hein. Mais le problème c'est qu'il est hors de position et donc il sait pas que Reisner peut pas derrière. Et c'est un peu le problème. Donc là, ce que Reisner a fait, ça s'appelle un freeze, c'est-à-dire que on estime avoir la meilleure main que l'adversaire après un bet de l'adversaire. Donc on just call et en étant en position, on patte derrière après que l'adversaire ait patte, parce que si tu just call, tu montes pas beaucoup de force et donc l'adversaire va avoir envie de patte sa main. Mais du coup, si tu penses que tu as la meilleure main, tu peux patte derrière et donc tu es sûr maintenant d'avoir la meilleure main. Enfin, tu es sûr. C'est-à-dire que l'adversaire n'a pas tiré, donc s'il était derrière, il l'est encore au dernier tirage, après le dernier tirage, et donc on est devant. Le problème c'est si on se trompe et que, par exemple, si ici Stornheimer avait patte un 9-8-6 au lieu du valet 8-6, là Reisner serait derrière et il aurait call et patte en étant derrière, ce qui est pas un super résultat parce qu'on aimerait tirer au 8-7 pour passer devant la hauteur 9 de Stornheimer dans ce cas-là. Donc, pour en revenir à Stornheimer, je pense que il doit check après le deuxième tirage, parce que certes il améliore en touchant un valet, mais par rapport à toucher son 8-6, il n'a pas amélioré. Donc il devrait check. Dans ce cas-là, Reisner va bet et patte son 9. Surtout que, voilà, le but ici c'est de check call pour Stornheimer, tirer encore au 8-6 et essayer de passer devant au dernier tirage. Et Reisner avec son 9-8, contre un check, il va bet, contre un tirage d'une carte, il va patte son 9. On passe à une main vraiment complexe, je trouve, qui est une main tri-way, multi-way. On a Reisner Hijack qui open 5-3-2 avec un bloqueur 2. Une paire de 2. Donc ça fait des bons bloqueurs, ça. Puisque le 2 c'est la carte la plus forte en Deuce to 7. Et c'est une carte qui permet, notamment si vous avez ça avec un 7 ou un 8, vous faites jamais de quinte. Donc ça permet d'avoir des tirages, ce qu'on appelle smooth, des tirages propres. Et donc c'est une carte qui est vraiment très importante. Donc si vous avez un bloqueur dessus, ça veut dire que vos adversaires ont moins de chances d'en avoir un, et donc ont moins de chances d'avoir des mains très fortes qui contiennent un 2. Donc open de Reisner, Stornheimer avec une main premium, 7-6-4-2, donc tirage une carte au 7, va 3 bêtes, et Sliver au bouton a un 9 servi, qui est très compliqué à break parce que derrière on essaie de trouver un 2 et il n'y en a plus beaucoup dans le paquet puisque normalement Reisner et Stornheimer ont un 2 dans leurs mains. Les Open Hijack contiennent souvent un 2.
et les 3 bêtes contiennent souvent un 2. Donc là, pour Siever, c'est compliqué s'il veut casser le 9 de toucher un 2. Donc Siever là, va jouer à ce moment-là, décide de jouer sa main en patte, 9. Donc il essaie de représenter le plus de force possible pour limiter pour peut-être faire fold Reisner et se retrouver en heads-up contre Snellheimer. Mais les deux joueurs call, tirage de cartes de Reisner, tirage d'une carte de Sternheimer et Siever et Pat. Au premier tirage, Reisner trouve un 6 avec son 5-3-2. Sternheimer trouve un 8-7. 8-7-6-4-2. Donc il améliore légèrement. En tout cas, il a une main patte. Et Siever a gardé son 9. Donc les deux premiers joueurs contre un joueur qui vient de patte décident logiquement de check. Et Siever continue à bet. Là, contre le premier bet de Siever, Reisner va call. Et Sternheimer fait un check raise avec une main patte. Donc là, il espère que ce que Siever a patte, c'est un 8 moins bon, il y en a quelques-uns. 8-7-4-3, 8-7-5-2, 8-7-5-3. Ça fait pas tellement de 8, mais il y en a quelques-uns. Et tous les 9 qui ont des tirages rough ou des tirages moches qui peuvent faire des quintes, donc comme le 7-6-5-3. Et donc Sternheimer décide de raise. Et Siever va call. Et Reisner va call également. Reisner tire 1 encore une fois. Même si son tirage peut faire une quinte s'il touche un 4. Donc ça lui enlève quelques arts, c'est-à-dire. Puisque imaginons qu'au lieu d'un 6, il avait un 8, il pourrait toucher tous les 7, tous les 6 et tous les 4 pour faire sa main. Mais maintenant, pour faire sa main, il peut toucher que un 8 ou un 7. Donc ça fait des arts en moins quand on a des tirages quintes. C'est pour ça que c'est important d'avoir des tirages vraiment smooth, vraiment propres, pour avoir le plus d'arts possible et donc augmenter ses chances de remporter la main. Et donc, Reisner tire 1, Sternheimer et Pat, et Siever décide de casser son 9, puisqu'il se dit que maintenant il est plus devant, et que sa seule chance c'est de toucher un 2, voire un 8. Et bon, avec un 8, il fait le pire 8 possible, donc logiquement, il cherche qu'un 2, et s'il le trouve pas, il est mort. La décision de call ici, au lieu de give up directement, parce qu'on pense ne plus avoir de 2 dans le paquet, c'est de se dire, c'est un seul small bet, puisqu'on est après le premier tirage. En revanche, après son tirage, un bet de Sternheimer vaudra un big bet. Donc 2 fois plus. Donc, après son tirage, Reisner trouve un 9 avec son 6-5-3-2. Sternheimer et Pat avec 8-7-6-4-2. Et Siever trouve une paire de 5. Et là, on est dans une situation assez intéressante, puisque assez logiquement, Reisner check et Sternheimer bet. Siever décide de call encore. Ce qui est un peu étonnant, mais du côté de Siever, de son point de vue, avec cette paire de 5, on peut être tenté de transformer sa main en bluff. Le problème pour ça, c'est qu'il faut raise à un moment, ou il faut bet à un moment. Et contre 2 joueurs, c'est toujours plus compliqué de bluff que contre un seul joueur. Donc, si j'étais Siever, faut décider. Soit je continue à essayer de trouver le 2, auquel cas là le pot est assez conséquent, donc on peut être tenté de le faire, même s'il y a un big bet à suivre. Soit on décide de transformer en bluff et là il faut raise. Donc là apparemment ce que Siever a décidé de faire, c'est de continuer à chercher de trouver le 2.
S'il avait décidé de passer en bluff, ce qu'il pourrait faire ici, c'est raise, être pat, et bet encore la river pour essayer de faire fold Sternheimer avec sa main pat, en lui montrant qu'on est devant lui. Potentiellement aussi le faire casser sa main après son tirage. Et là, justement, ce qui se passe, c'est que Silver call, Reisner call également, et Reisner annonce pat. Donc là, Sternheimer se dit qu'avec son 8-7-6, il est plus devant, et donc il décide de casser son 8 pour tirer au 7. Ce qui est un peu risqué, mais s'il se dit qu'il est derrière, il faut forcément faire ça. Et Silver tire encore une carte, et à la river, le broadcast nous montre pas la main de Sternheimer, mais apparemment il a touché une brique, et ça check down. Donc Reisner l'emporte avec sa hauteur 9. Donc, ce qui est même plutôt marginal de three-way, mais il a réussi à faire casser Sternheimer son 8-7. Et c'est comme ça qu'il l'emporte. Alors, il a réussi à le faire casser en prenant une line plutôt passive, c'est-à-dire qu'il a open, pré-flop, pré-draw. Ensuite, tout le reste de la main, il a just call. Chaque fois qu'il y a eu un raise, il a just call. Et il s'est retrouvé à pat à la fin avec son 9-6. Ce qui est assez étonnant parce que c'est compliqué de se dire qu'on est devant avec 9-6. Quand Sternheimer check raise après le premier tirage, contre Silver qui était déjà pat avant le premier tirage. Donc on est potentiellement devant la main pat de Silver avant le premier tirage, avec un 9-6, ce qui n'est pas un très mauvais 9. Mais à ce moment-là, Silver a déjà cassé son 9. Donc on risque d'être derrière quelqu'un qui tire mieux. Donc c'est vraiment compliqué pour Reisner, il s'en sort plutôt bien. Et il remporte cette main. Ok, ensuite on va passer à une main de stud entre Monchek et Schulman. Voilà le récapitulatif des mains de Deuce to 7. J'aurais dû vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, tout ce que j'ai raconté, il faut le prendre en contexte là-dessus. Donc, je vous laisse regarder un peu. Donc la première main, il y a eu le bet de Sternheimer avec sa hauteur valet. Et le freeze de Reisner avec sa hauteur 9. Et la deuxième main, three-way, il y a eu le pad de Reisner avec 9-6, c'est Sternheimer qui break son 8-7 au dernier tirage. Et Silver qui est encore dans la main à ce moment-là, ce qui est un peu... Je me suis demandé pourquoi, parce qu'il a vraiment peu de chance de trouver son 2 pour faire une hauteur 7. Il sait pas qu'il y avait 2-2 dans la main de Reisner, mais il peut se douter qu'il y en avait au moins un dans la main de Reisner et un dans celle de Sternheimer. Donc il avait très peu d'out pour améliorer sa main aussi. Il pouvait toucher éventuellement un 8 pour faire le pire 8. Mais là encore, il risque d'être derrière. Ok, donc on passe à une main de stud. On a Nick Schulman en position de style puisqu'il est le dernier à parler avant le bring-in à une table de 4. Et Monchek avec
une paire de valets cachés au bring-in, donc une main plutôt forte et déguisée. Donc là on a un open de Shulman, c'est logique. Et Manchek se dit que Shulman peut être en style, donc il peut avoir un peu n'importe quelle main, il décide de raise. On va voir que durant toute cette main, Manchek joue assez vite, il prend pas beaucoup de temps pour réfléchir, il gagnera peut-être un peu à ralentir ses décisions pour pas s'embarquer dans des choses compliquées. Donc là, 3 bêtes logiques de Shulman, puisque il a vraiment une main, il n'est pas en style, donc il indique vraiment j'ai la meilleure main, je value ma paire de dames avec ce 3 bêtes. Et il continue à bet en touchant double paire. Manchek a toujours sa paire de valets, il va pas fold, la 4e. Maintenant, une carte assez chanceuse pour Shulman, il trouve le full tout de suite, et Manchek maintenant prend le lead avec sa paire de 9 montrée sur le board, et il se dit, et il décide de value. Alors, il décide de value parce qu'il pourrait avoir Brelan 9. Et Brelan 9 contre Shulman qui a potentiellement paire de dames qui vient de faire double paire en touchant un deuxième 4, ce serait devant. Et ça pourrait faire peur à Shulman. Là, pour le coup, Shulman a vraiment une main magnifique. Et les décisions pour Shulman sont très faciles ici. Il va juste raise tout le long. Et Manchek, par contre, va faire des choses un peu plus étonnantes. Donc, déjà, ici, de prendre le lead avec sa double paire, alors qu'il est potentiellement contre une double paire à la dame. C'est un peu dangereux. Donc il bet. Et là, Shulman, il va pas rester tout de suite, d'ailleurs. Il va réfléchir un peu. On va le voir, il va just call. Donc ici, c'est intéressant de just call, puisque Manchek essaie de représenter son Brelan 9. Et donc Shulman veut le faire continuer à représenter ce Brelan 9 pour lui mettre un raise à la 6ème street. Et avec ce call, ça lui permet aussi de... C'est pas seulement le Brelan 9 qui va continuer à raise, c'est aussi les mains moins fortes qui essaient de représenter le Brelan pour faire peur à Shulman. Donc, alors que s'il reste tout de suite à la 5ème, ces mains-là vont sûrement ralentir et arrêter de bet et de raise. Et donc ça risque d'arrêter l'action à la 6ème. Donc Shulman veut continuer l'action jusqu'à la 7ème avec son full. Donc il essaie de temporiser ici, ce qui va lui permettre de mettre un raise à la 6ème si Manchek décide de continuer de bet la 6ème. Mais si Manchek fait quelque chose d'intéressant, on regarde sur la droite, il réfléchit un peu, là il check. Donc maintenant que Manchek a check, c'est très simple comme décision pour Shulman, il faut bet pour valoriser ce full. Mais du côté de Manchek, de son point de vue, que veut dire ce check? Il peut vouloir dire, ben, j'ai double paire, j'ai peur que Shulman ait double paire à la dame, donc double paire plus haute que la mienne, donc je le laisse bet. C'est pas moi qui vais bet, parce que je suis peut-être derrière, donc je le laisse faire. Et, donc là Shulman va bet très logiquement, « 60 000, le big bet. Et là, assez rapidement, Manchek raise
C'est-à-dire qu'il avait vraiment décidé de check raise cette strip. On va faire pause avant de voir ce que Schumann fait. Donc ce check raise, ça signifie j'ai fait croire que j'avais double paire moins bonne que double paire à la dame avec ce check. Mais en fait, j'ai quand même le brelan 9, donc je relance. Et le plan, c'est de barrel la 7ème pour continuer à représenter ce brelan 9 et de faire fold les doubles paires à la dame. Mais quitte à représenter le brelan, autant continuer à bet tout simplement plutôt que de mettre un check raise. Parce que là, c'est un bluff qui coûte plus cher que un bluff en barrel tout le long. Ça coûte un bet de plus. Et d'ailleurs, ça va coûter encore plus que ça parce que Schumann, avec son full, va mettre un 3 bêtes derrière. Et là, mon check, il est obligé de call pour trouver son full. Parce qu'il y a 700 000 dans le pot, il a 60 000 à rajouter. C'est-à-dire qu'il a pile les cotes. Et il a plus qu'à espérer trouver son full au 9 ou au valet pour être devant le full au 4. Donc logiquement, il check, qu'il l'ait touché ou non. Et Schumann va continuer à bet. Et là, on va pas le voir, mais mon check n'a pas trouvé son full. Il fait une petite blague au croupier. Voilà, il n'a pas touché son full. Il va prendre un peu son temps, mais finalement, il va décider de fold, même si les cotes sont vraiment magnifiques. Il a besoin de mettre que 60 000 dans 820 000, donc il a besoin de un peu moins de 7%, d'avoir raison moins de 7% du temps. Mais là, il a vraiment l'impression qu'il est derrière tout le temps. En fait. Donc il réfléchit, et il fold. Voilà. Ok. Ensuite, on a une main de PLO. Je suis pas un expert de PLO, mais on va quand même en discuter un peu. Donc, c'est pas celle-ci. Celle juste après. Ah si, c'est celle-ci d'ailleurs. Voilà. Sternheimer, UTG, fold as valet 7-4. Rainbow, il sledge fold. Maintenant, c'est un négré à nous. Et il me semble que négré à nous l'a dit dans une de ses vidéos, il considère que le PLO, c'est une de ses meilleures variantes. Donc, c'est-à-dire que dans un mix game, il va pas avoir peur de prendre des risques en PLO pour monter un stack. Bon là, il a paire d'as, donc c'est pas vraiment prendre un risque que d'open à en gros 2,5 fois la big blind. Et Zaleski ne met pas un 3 bet, il just call. Il a joue small ball avec paire de rois suité au roi, avec un as. Pourtant, ce bloqueur à l'as peut être intéressant pour 3 bêtes parce que ça enlève ça bloque les paires d'as chez Negreanu. Maintenant, Glazer a des cotes assez intéressantes pour call avec sa paire de dames. Donc on se retrouve à 3 au flop. Et là, Zaleski touche son brelan, son top 7. Donc Glazer check. Negreanu. C'est un board assez dry, il n'y a pas de tirage couleur. On voit Negreanu qui check. Mais en même temps,
8 et 9 c'est assez connecté, Roi 9 aussi c'est connecté, ça pourrait donner des tirages quintes. Donc c'est compliqué pour Negreanu de ses bêtes avec seulement paire d'as avec backdoor flush. Il aimerait bien voir une turn pour pas cher, pour voir s'il a son backdoor flush possible. Mais pour le moment, c'est compliqué. Là, Divileski, il est un petit peu obligé de bet avec son top 7. Là, il faut value. Il met combien 115 dans 225. En 235. La Glazer, c'est un fold facile. Dame 10 là-dedans, c'est une gut shot. Ça vaut pas le coup. Surtout qu'on n'est pas dernier à parler. Negreanu pourrait check raise. On sait jamais. Et là, Negreanu va réfléchir un peu. Et contre un bet à peu près demi-pot, il va call. En se disant que sa paire d'as c'est quand même peut-être devant les tirages quintes. Et là, le 7 complète potentiellement une quinte. Complète valet 10, il complète 10 et 6. Bon, 10 et 6, c'est pas super probable, mais valet 10, il y en a beaucoup plus. Mais ça permet aussi à Negreanu d'avoir un tirage couleur. Et à Divileski aussi. Même si Divileski a un tirage couleur plus faible. Donc Negreanu check, et là Divileski, en voyant cette potentielle quinte rentrer, va également faire ralentir l'action en checkant derrière. Et ça va permettre à Negreanu de voir un river gratuitement. Divileski, il a potentiellement pas tant peur que ça de la backdoor flush, puisque lui aussi il la cherche. Et ce 6 de trèfle fait encore plus rentrer les quintes. Donc là 10 et 9 rentrent, 10 et 8. 5 et 4. Il y a vraiment plein de choses qui rentrent. Donc le brelan est pas si fort que ça maintenant. En tout cas, Divileski a valu quand il pouvait, c'était au flop. Negreanu réfléchit un peu. Je sais pas trop à quoi il réfléchit. Est-ce qu'il va bluff là Je vois pas trop de raison de bluff là-dessus. Il a pas vraiment des bloqueurs intéressants, donc ouais, il décide de check. Je pense qu'il réfléchissait à qu'est-ce qu'il allait faire contre un bet de Divileski à la river, d'où le petit time bank qu'il a donné. Et la main va à Divileski. Ok. On va faire une dernière main en rase. Donc voilà, chercher ici. Donc là on voit l'élimination de Sternheimer en triple draw contre un Pat 8 7 6 3 2 de Glazer. Le Sternheimer était vraiment short, donc il avait peu de chance de se sortir. Il finit 7ème. Joué à lui. C'était l'un des organisateurs du tournoi, donc c'est plutôt cool de le voir aller à loin. Donc ici on a Schulman au bring-in avec un 10 et Monchek qui open un 7 devant un As, un 10, un 5 et un 5. Donc logiquement là, Monchek il devrait, d'après le board, il devrait pas open une main trop mauvaise. Mais ensuite on va passer à un autre écran où on voit les stacks de tout le monde. En sachant que maintenant on est à la bulle, ça change des choses. Donc on est à la bulle, Schulman est short avec moins de 4 big bets. Donc à tout moment il peut fold, il peut être éliminé. Il faut aussi se rappeler que la variante suivante après le raise, c'est le no limit hold'em.
Donc encore une fois, de fortes chances de voir un short stack aller à tapis et potentiellement être éliminé. Et si je me souviens bien, après No Limit Hold'em, c'est de l'Omaha Elo, puis du stud, puis du No Limit de Student Single Draw. Donc, dans les prochaines mains, on peut voir Schulman aller à tapis. En prenant ça en considération, on peut se dire que Monchek open peut-être plus large que ce qu'il devrait. En tout cas, il peut être incité à open plus large que d'habitude, puisqu'il est le chip leader, et il peut mettre la pression ICM sur X-Slade, sur Negreanu et sur Divilevski. Sur Glazer un peu moins, puisque Glazer a un stack assez conséquent. Mais en tout cas, sur ces 3 joueurs qui ont à peu près 10 big bets, il peut mettre la pression, il peut leur faire fold des mains qui ont de l'équité. Et là, Negreanu se retrouve avec paire d'as cachées et un 5. Ce qui est intéressant grâce au bloqueur. Le problème, c'est que il n'a pas un bloqueur sur la paire de sa carte affichée. Ça aurait été plus intéressant s'il avait un as affiché et un as caché. Une split pair. Ça, c'est toujours des mains intéressantes à bluff en rase. Puisque on sait qu'on a moins de chances de briquer en faisant une paire sur sa door card. Donc là, Negreanu réfléchit un peu et Monchak lui dit « Fais gaffe, Daniel, il y a de l'ICM. » Et Negreanu lui dit « T'as raison mon frère, je vais fold. » Ouais, Zivlevski a une poubelle et ça revient à Schulman au bring-in avec 10-4-3. On voit les équités. Il a 36% contre cette main. Donc il a largement la cote pour défendre son bring-in. Donc sur Winamax, à une table de 6, vos codes de défense de bring-in vont être tout le temps les mêmes quel que soit le niveau, puisque la structure des antés, etc. De chaque niveau sur Winamax dans les jeux de stud, ça va être la même, c'est-à-dire que une ante vaut 1, un bring-in vaut 2, un small bet vaut 5 et un big gut vaut 10. Donc, vous mettez votre bring-in, vous mettez 2, quelqu'un raise met un small bet, vous avez 3 à mettre dans un pot qui fait déjà 6 pour tous les antés, plus 2 pour votre bring-in. Donc, ça fait déjà 8. Et il y a 5 du raise de votre adversaire et 5 que vous allez mettre. Donc vous devez rajouter 3 dans un pot qui va faire 16. Donc vous avez besoin d'à peu près 19% d'équité pour call à la troisième. Après il y a des notions de cote implicite qui vont entrer en compte, mais à la troisième, il peut se passer tellement de choses encore que vous pouvez passer devant à la quatrième, vous pouvez être devant à la cinquième. C'est plutôt à partir de la cinquième qu'on parle de code implicite pour la sixième et la septième à venir. Parce que maintenant, à partir de la cinquième, les mains sont faites. Alors qu'à la troisième, aucune main n'est faite. La quatrième non plus. Donc voilà. Sur Winamax, vous aurez tout le temps la même cote en défense de bring-in. Et ici, c'est un peu différent. Le bring-in, c'est 20 000 avec des antés de 15 000. Et le small bet, c'est 60 000. Donc, il y a 15 x 6, 90 000 d'antés. Et il doit rajouter 40 000 dans un pot qui va faire 210. Donc, 90 dans 210. Pardon, il ne doit pas rajouter 90, il doit rajouter 40. 40 dans 210. Il a besoin de un peu plus que sur Winamax, il a besoin de 19,05%. Sur Winamax, c'était 18,75. Donc, c'est toujours proche. En général, les structures sont bien faites.
Mais il y a une légère différence. En fait, c'est surtout la cote du style qui va différer selon les structures. Donc là, pour style, il faut mettre 60 000 pour récupérer 170 000. Donc 60, 60, 70. Il faut avoir le style 35,3% du temps. Et sur Winamax, vous mettez 5 et vous allez récupérer 5 plus 6 plus 2, vous allez récupérer 13. 5 sur 13. Vous avez besoin que ça passe 38,5% du temps. Donc vous voyez, sur la structure, il y a une petite différence. Là, c'est 35 ou 38. Là, dans ces deux cas. Dans le cas Winamax, c'est dans le cas de la structure de ce niveau-là sur ce tournoi. C'est pas grand bois. Donc une légère différence. Donc là, assez logiquement, Shulman défend son green, il a plutôt une bonne main cachée. Et il a une hauteur 10 qui est pas mauvais contre Monchek, qui pourrait avoir une main assez faible en tant que chip leader dans une situation lycéenne. Donc Monchek continue à barrel sur cette quatrième où il est toujours devant. Shulman a toujours les cotes. Là, que Monchek est 5 et 3 ou une main légèrement meilleure, As-2, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose parce que c'est des cartes suffisamment faibles, 5 et 3, pour que ça change pas grand-chose. Là maintenant, Monchek trouve son tirage au 7 et Shulman a un tirage au 10. Il a quand même des cotes assez bonnes. Ce qui peut être gênant pour Shulman ici, c'est que Monchek trouve un 4 et Shulman a un 4. Donc il y a un peu moins de chances que Monchek ait pairé cette cinquième. Mais il y a toujours des chances qu'il ait une brique quelque part dans sa main de départ. Et dans tous les cas, avec 30% ici, il a encore les cotes. Et là, Monchek trouve son 7 et Shulman trouve sa hauteur 10 avec tirage au 6. Peut-être que sa hauteur 10 est devant. Et là, s'il call, il a plus qu'un jeton de 25 000 derrière. Donc il réfléchit. Il est short stack. Le poids et devient plutôt conséquent. Ce serait une erreur de give up maintenant. S'il fallait give up quelque part, c'était à la cinquième, mais il n'y avait pas vraiment de raison de le faire. Donc il décide d'y aller. Il n'y a plus que 25 000 à mettre. Et Monchek est assez largement devant. Donc là, c'était une défense de bringing plutôt logique, où il n'y avait rien à redire sur le play de Shulman, qui finalement brique la 7ème malheureusement. Et Monchek améliore en hauteur 6. Donc là, il n'y avait plus beaucoup d'arts pour Shulman, c'était seulement les As, et il y en avait déjà 2 de dead chez Negreanu. Donc voilà, c'est comme ça que Shulman est éliminé et qu'on atteint les places payées avec Monchek, chip leader, Glazer, Tileski, Yves Sledge et Negreanu dans le top 5. Pardon. Voilà, élimination de Nick Shulman. Et Monchek consolide sa place de chip leader. Et c'est la fin du D2. Et le D3 commence avec 5 joueurs.